Le premier soir de nos vacances, ma belle-fille a pointé du doigt une petite table sombre, coincée dans un recoin, et a dit « C'est là que tu t'assiéras. » Maman. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement souri, car la voiture de location qu'il comptait utiliser le lendemain était à mon nom. Dès le lendemain matin, elle avait disparu et leur soi-disant escapade de luxe a commencé à s'effondrer. Dès la première heure. J'ai élevé mon fils, Julien, toute seule après le décès prématuré de son père. Je n'ai jamais été adepte des longs discours, j'ai toujours laissé mes actes parler pour moi. Lorsque Julien m'a invité à passer une semaine avec lui et sa femme, Camille, dans les Alpes, j'ai accepté. Mais, dès le premier soir à l'hôtel, l'ambiance a radicalement changé. Nous sommes entrés dans la salle à manger et Camille s'est dirigée droit vers une minuscule table reléguée dans l'ombre, bien loin de la table près de la fenêtre où elle est. Julien se sont installés. Tu peux t'asseoir ici, Elga. Enfin, je veux dire. Maman, a-t-elle lancé sans même me regarder. Nous avons besoin d'un moment à nous ce soir pour parler de nos excursions et de tout le reste. Julien a baissé les yeux vers ses chaussures, a rajusté ses lunettes et a murmuré. C'est juste pour ce soir, maman. Je me suis assise sans dire un mot. De l'autre côté de la salle, je les observais rire, boire du vin et planifier leur journée parfaite, comme si je n'étais qu'une figurante agaçante dans leur film. Le serveur m'a apporté une carte, mais je n'ai rien commandé. J'ai juste observé. Camille gérait les conversations, l'argent, et manifestement, ma place au sein de cette famille. Je ne me sentais pas en colère, au contraire, un calme froid et limpide s'est installé en moi. Dans ma tête, je faisais déjà le calcul de chaque euro investi dans ce séjour. J'avais réglé la moitié de l'hôtel et la totalité de la location de voiture. Camille pensait probablement que mon argent était indû sans contrepartie. Lorsqu'ils se sont finalement levés 2 heures plus tard en passant devant ma table, Camille a lancé par-dessus son épaule, on part en randonnée à 8 heures pétantes demain. Tu peux faire la grâce. Matinée. De toute façon, à ton âge, tu ne pourrais pas suivre. Je lui ai adressé un léger sourire. Ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était celui d'une femme qui savait exactement où se trouvait le double des clés de cette voiture de location, dans son sac à main. Je suis monté dans ma chambre, j'ai laissé ma valise fermée et j'ai posé ma tablette sur la table de chevet. S'il voulait me traiter comme une étrangère, alors il pouvait payer des prix d'étranger. Mon premier geste a été modeste, j'ai annulé les soins au spa du couple que j'avais déjà réglé avec ma carte pour le lendemain après-midi. Juste un avant-goût du silence qui s'annonçait. À 7 heures le lendemain matin. J'étais déjà au lobby en train de siroter un espresso. J'ai regardé Julien et Camille sortir de l'ascenseur, vêtus des tenues de randonnée coûteuses que je leur avais offertes pour leurs anniversaires. Ils se sont dirigés directement vers le buffet du petit déjeuner sans même me jeter un regard. Camille riait bruyamment devant son téléphone. J'ai attendu exactement 10 minutes, puis je suis sorti vers le parking. L'Audi spacieuse était officiellement à mon nom. J'avais signé chaque document. Je suis monté à bord, j'ai réglé le siège et je suis parti. Je ne me dirigeais pas vers leur sentier de randonnée. Ma destination était un charmant petit hôtel de charme à Annecy que j'avais toujours voulu tester. Alors que je parcourais les routes de montagne, j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Je savais que dans 1 heure, ils seraient plantés sur ce parking, prêts pour leur journée de luxe au lac. Vers 10 heures, j'ai enfin vérifié mes messages, 16 appels manqués de Julien et 3 SMS furieux de Camille. Où est la voiture? On est coincé ici. C'est totalement irresponsable. Je n'ai pas répondu. Je me suis installé dans ma nouvelle chambre avec vue sur les montagnes et j'ai commandé un petit déjeuner tardif. Ensuite,
j'ai appelé l'agence de location pour leur dire que je rendrais la voiture dans une autre agence. Après cela, j'ai appelé l'hôtel Originale. En tant que cliente principale, j'ai demandé à annuler ma part de la réservation et à transférer les nuits restantes sur la carte bancaire de Julien et Camille, s'il leur restait du crédit. Je savais que Camille aimait vivre au-dessus de ses moyens et que le compte de Julien était souvent à découvert. Le contrôle de la logistique était mon meilleur atout. S'ils ne voulaient pas de moi à leur table, ils ne monteraient certainement pas dans ma voiture. La tranquillité à Annecy était un pur bonheur. J'ai passé l'après-midi à flâner dans les jolies ruelles. Vers 15 heures, j'ai enfin rappelé Julien. Il semblait totalement désemparé. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? On a dû prendre un taxi qui nous a coûté une fortune et l'hôtel dit qu'on doit payer le reste nous-mêmes maintenant. » En arrière-plan, j'entendais Camille hurler sur le manque de respect et sur la façon dont j'avais gâché toutes leurs vacances. « Julien, ai-je dit. Calmement, tu voulais de l'espace. Tu m'as mise à une table séparée et tu as tout planifié sans moi. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Je profite de mon propre voyage maintenant. » Il a balbutié quelque chose sur la famille et la tradition. La tradition ne signifie pas que je paie toutes les factures. Pendant que vous m'ignorez, ai-je répondu avant de raccrocher. Je savais qu'ils étaient piégés. Sans la voiture et sans mon argent, leurs vacances de luxe étaient réduites à ce qu'ils pouvaient réellement se permettre. Camille avait toujours agi comme si elle maîtrisait tout, mais là, elle était confrontée à la dure réalité des chiffres. Je ne me sentais pas coupable, je me sentais libre. Pendant des années, j'avais pris sur moi lors des réunions de famille. Pendant que Camille me reprenait et que Julien me traitait comme une enfant. Ce soir-là, je suis allé dans un merveilleux restaurant et je me suis installé à une table juste à côté de la fenêtre, exactement là où j'avais ma place. J'ai repensé au jour où Julien était petit et où je lui apprenais que les actes ont des conséquences. Il semblait avoir oublié cette leçon. Il était temps de lui rafraîchir la mémoire. J'ai commandé un verre de bon vin rouge et j'ai profité de la vue. Ce silence n'était pas solitaire, il était mérité. J'avais coupé le cordon financier et ils devaient apprendre à voler de leurs propres ailes. C'était la première nuit depuis des années que je ne ressentais plus cette oppression dans ma poitrine. Le lendemain matin, j'ai reçu un email hésitant de Julien. Il s'excusait un peu, mais blâmait surtout le stress du travail sur Camille. Il me demandait de prendre en charge les frais d'hôtel, sinon il devrait écourter leur séjour. Je l'ai lu 2 fois. Toujours le même schéma. Julien essayait d'arrondir les angles au lieu de régler le fond du problème. Il ne mentionnait même pas l'histoire de la table séparée. Je me suis souvenu de ce qu'une vieille amie m'avait dit. Camille avait été mariée auparavant et cela n'avait duré que 2 ans. Julien avait toujours dit que son ex était difficile. Mais maintenant, je voyais clairement le schéma. J'ai appelé mon amie Carla, qui habitait dans la même ville que l'ex de Camille. Carla, tu te souviens. Pourquoi le premier mariage de Camille a échoué? Elle a hésité puis a répondu. On disait qu'elle avait complètement coupé les ponts avec sa famille. Il voyait à peine sa propre mère. À la fin, elle contrôlait tout l'argent et poussait tout le monde à bout. Un frisson m'a parcouru. Julien était pris exactement dans le même piège, et je n'étais que le prochain obstacle à éliminer. Le plan de Camille était de faire de moi la grand-mère payeuse mais invisible. J'ai répondu à Julien, si vous devez écourter le voyage, c'est une décision financière que vous devez prendre en tant que couple. Je ne suis plus votre banque. Quelques minutes plus tard, Camille a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal, la voix tremblante de rage, tu es une vieille femme égoïste. Julien souffre à cause de toi. Si tu ne reviens pas réparer ça tout de suite, tu ne verras jamais les petits-enfants que nous pourrions avoir.
C'était censé être la menace ultime. Elle ne me connaissait pas très bien. Les menaces ne fonctionnent que sur les gens effrayés. Je n'avais pas peur d'être seul, j'avais peur d'être traité sans respect. J'ai décidé de terminer mon séjour à Annecy et de rentrer chez moi. Ma maison dans une banlieue calme près de Lyon était mon sanctuaire, grande, bien entretenue et, surtout, entièrement à moi. Camille avait laissé entendre plus d'une fois que c'était beaucoup trop grand pour une seule personne et qu'on devrait la vendre ou faire des travaux pour qu'il puisse emménager. J'avais toujours souri en changeant de sujet. Maintenant, je voyais clair dans leur jeu, c'était un plan de prise de contrôle. Quand j'ai franchi ma porte d'entrée, un profond sentiment de sécurité m'a envahi. Je suis allé directement dans l'entrée pour chercher le double des clés que j'avais données à Julien pour les urgences. Je savais qu'elles étaient accrochées à leur porte-clés. J'ai appelé mon ami serrurier, Franck. J'ai besoin de changer le cylindre de ma porte d'entrée dès aujourd'hui si possible. Ce n'était pas une scène dramatique, c'était juste une mesure intelligente. Je ne voulais pas qu'il débarque pendant mon absence pour discuter ou arranger les choses. Pendant que Franck travaillait sur les serrures, je me suis fait un thé en pensant aux centaines d'euros par mois que je payais encore pour l'assurance et le forfait téléphonique de Julien. Les petites choses s'accumulent. Je me suis connecté à ma banque en ligne et, en quelques clics, j'ai annulé tous les virements automatiques. Ce n'était pas de la vengeance, c'était du respect de soi. Si Camille pensait que j'étais un fardeau, elle pouvait arrêter de porter le fardeau de mon aide financière. Quand Franck a terminé et que j'ai tenu la nouvelle clé solide dans ma main, je me suis senti de nouveau propriétaire de ma vie, pour la première fois depuis la mort de mon mari. Julien et Camille allaient revenir des Alpes dans 2 jours. Ils essaieraient leur ancienne clé dans la porte et comprendraient que les anciennes règles ne s'appliquaient plus. 2 jours plus tard, j'ai entendu un taxi s'arrêter devant. J'étais assise dans le salon à lire. J'ai écouté les portières claquer et les pas lourds de Julien traverser la terrasse. Puis le bruit métallique d'une clé glissant dans la serrure. Elle n'a pas tourné. Je l'ai entendu jurer. Camille a essayé ensuite. La serrure résistait. Julien a poussé plus fort. Je me suis levé lentement, j'ai posé mon livre et je me suis dirigé vers la porte. Je l'ai ouverte juste d'un entrebâillement, protégé par la chaîne. Julien semblait épuisé. Le visage de Camille était rouge de colère. « Maman, qu'est-ce qui se passe avec la serrure ? » « On ne peut pas entrer, dit Julien. Je l'ai regardé calmement. La serrure fonctionne parfaitement. Je l'ai fait changer. Camille a halté, tu as perdu la tête ? On est venu pour discuter de tout ça. J'ai répondu, nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire dans les Alpes. Tu m'as montré quelle était ma place. Maintenant, je vous montre la vôtre en dehors de cette maison. Julien a essayé de coincer son pied dans la porte. Maman, s'il te plaît. On n'a pas l'argent pour un autre hôtel et Camille est à bout. Alors retournez dans votre appartement. Ai-je dit d'un ton égal. Mais je n'ai pas encore envoyé l'argent du loyer. Pour ce mois-ci, n'est-ce pas ? Camille a crié, tu ne peux pas faire ça. Tu avais promis de nous aider. J'ai fermé la porte sans un mot de plus. Je pouvais l'entendre donner des coups de pied dans le bois dehors pendant que Julien essayait de la calmer. C'était un spectacle triste, mais ça ne m'atteignait plus. Je suis allé à la cuisine me préparer le dîner. Les jours où j'organisais ma vie autour de leur confort étaient officiellement terminés. Ils pensaient que j'étais une constante qu'ils pouvaient ignorer dès qu'ils en avaient envie. Maintenant, ils apprenaient qu'une constante peut aussi devenir un mur quand on la traite mal. Les jours suivants ont été rythmés par des SMS et des appels, pas seulement de Julien, mais de membres de la famille à qui Camille
avait servi une version déformée des faits. Ma belle-sœur a appelé pour demander pourquoi j'avais mis « les enfants » à la rue. J'ai expliqué calmement l'histoire de la table au restaurant et la dépendance financière. Si tu trouves que c'est normal, n'hésite pas à leur prêter l'argent toi-même, ai-je dit. Après cela, les appels ont cessé. Vendredi, Julien a demandé à se voir sur un terrain neutre dans un café en ville. J'ai accepté. Je voulais voir s'il avait appris quelque chose. Il était assis seul quand je suis arrivé, le teint pâle. Camille est chez sa mère, a-t-il dit doucement. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre sous le même toit que quelqu'un d'aussi calculateur. Je me suis assise et j'ai commandé un café. Julien, je ne suis pas calculatrice. Je suis cohérente. Tu l'as regardé me traiter comme si j'étais invisible, et tu n'as rien dit pour maintenir la paix. Mais ma paix était le prix à payer. Il s'est frotté le visage. Je sais, j'ai été un lâche, mais elle me mettait tellement de pression. Elle contrôle tout, maman. Même mon salaire va sur son compte. C'est à ce moment-là que ma pitié a failli revenir, mais je l'ai refoulée. Tu es un homme adulte, Julien. Si tu la laisses te contrôler, c'est ton choix. Mais je ne la laisserai pas me contrôler à travers toi. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, pas d'argent, mais les avis de résiliation de toutes les factures que je payais pour lui. C'est ta liberté, fiston. Maintenant, c'est à toi de décider qui tu veux être. Il a fixé les papiers. Il n'avait pas l'air en colère, mais comme quelqu'un qui se réveille d'un long rêve. Ce n'était pas un moment facile, mais c'était nécessaire. Il avait besoin de sentir le sol sous ses pieds avant d'apprendre à marcher à nouveau. Camille a fait une dernière tentative désespérée. Elle s'est présentée à ma banque en prétendant avoir une procuration verbale sur mon compte d'épargne. L'employé, qui me connaissait depuis 20 ans, m'a appelé immédiatement. Je lui ai dit qu'aucune procuration n'existait et de bloquer tout accès à des tiers. Le désespoir de Camille était palpable. Elle avait compté sur mon héritage et mon soutien permanent pour maintenir son train de vie. J'ai décidé qu'il était temps de faire le ménage. J'ai envoyé à Julien une liste de toutes leurs affaires stockées dans mon sous-sol. Vous avez jusqu'à dimanche pour venir les chercher. Je les laisserai près de la porte. Inutile de venir me voir personnellement. Dimanche, j'ai regardé depuis la fenêtre de l'étage. Julien arrivait seul. Il a chargé boîte après boîte dans sa petite voiture, celle qu'il devait maintenant payer lui-même. Camille n'était pas avec lui. Il jetait régulièrement des coups d'œil vers la maison. Je suis resté derrière le rideau. Ça faisait mal de voir mon fils comme ça, mais je savais que toute faiblesse relancerait le vieux cycle. Après avoir chargé la dernière boîte, il a marqué une pause, a glissé une lettre dans ma boîte aux lettres et est reparti. Je suis descendu et je l'ai ouverte. Ce n'était pas une demande d'argent. C'était court et honnête, tu avais raison pour cette table dans les montagnes. J'avais honte, mais j'étais trop faible pour dire quoi que ce soit. Je m'installe dans un petit studio près du travail. J'ai besoin de comprendre les choses par moi-même pendant un moment. J'ai pris une grande inspiration. C'était plus que ce que j'espérais. Il prenait enfin ses responsabilités. La rupture financière avait forcé une honnêteté émotionnelle qui était enterrée sous des années de silence. J'ai ressenti une étrange fierté. Non pas pour ce qui s'était passé, mais pour le fait qu'il avait cessé de se trouver des excuses. Ma maison m'a soudain paru beaucoup plus lumineuse. Un mois a passé. J'avais restructuré ma vie. J'ai rejoint un club de randonnée local. Cette fois avec des gens qui voulaient vraiment de ma compagnie. J'ai réalisé combien d'énergie j'avais gaspillé à marcher sur des œufs pour ménager les
Humeur de Camille. Mon compte bancaire respirait mieux, et j'ai investi. L'argent économisé dans un nouveau système de chauffage pour la maison. C'était un investissement dans mon avenir, pas dans les caprices de quelqu'un d'autre. Un après-midi, Julien a appelé. Il semblait différent, plus fort. « Maman, j'ai déposé une demande de divorce », a-t-il dit sans préambule. J'ai retenu mon souffle. Ce n'était pas seulement à cause de toi. J'ai fini par voir qu'elle me traitait de la même manière qu'elle te traitait, juste plus discrètement. Je n'étais qu'un moyen pour arriver à ses fins. Nous avons parlé longuement ce jour-là, pas d'argent, pas de reproches, mais de la vie. Il n'a pas demandé d'aide. Il m'a dit fièrement qu'il avait fait des heures supplémentaires pour payer la caution de son nouveau logement. Je l'ai invité pour le dîner du dimanche, mais sous une condition, nous nous asseyons à la même table, ai-je dit avec légèreté, de préférence juste à côté de la fenêtre. Il a ri, d'un rire sincère et soulagé. Maman, l'histoire s'était répandue dans le voisinage, évidemment. Certains pensaient que j'avais été trop dur, d'autres admiraient ma fermeté. Peu m'importait. Dans notre culture, il y a souvent cette attente que les mères sacrifient tout pour la jeune famille. Mais j'avais prouvé que le vrai amour et le respect de soi doivent marcher main dans la main. Camille a envoyé quelques SMS venimeux me blâmant pour la fin de son mariage. Je les ai supprimés sans les lire. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur mes sentiments. J'avais repris le contrôle de ma maison, de mon argent et de mon temps. Et surtout, j'avais retrouvé mon fils, non pas comme un enfant dépendant, mais comme un homme réfléchi. C'était un dimanche ensoleillé d'automne. La table de la cuisine était dressée pour le plat préféré de Julien. Un bœuf bourguignon avec tous ses accompagnements. Quand la sonnette a retenti, je n'ai même pas regardé dans le Judas. Je savais qui c'était. Julien est entré avec un petit bouquet de fleurs. Il avait l'air en bonne santé, les cernes sous ses yeux avaient disparu. Nous nous sommes assis et avons mangé. La conversation était fluide. Il m'a parlé de son nouveau travail et de la façon dont il apprenait à gérer son budget. Il n'y avait plus de silence gênant. Tu sais, a-t-il dit en se servant un peu plus de sauce, ce voyage dans les montagnes a été la pire chose qui aurait pu nous arriver. Mais au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai hoché la tête. Parfois, tout doit s'écrouler pour que l'on puisse dégager les décombres. Je me sentais en paix. Je n'avais plus peur de l'avenir ni d'être mise à l'écart avec l'âge. J'avais établi des limites claires et ces limites nous offraient, à tous les deux, la sécurité. Après le dîner, nous sommes allés nous promener au parc. Les feuilles viraient alors et l'air était vif. J'ai repensé à cette première soirée où Camille avait essayé de me rendre invisible. Finalement, c'est elle qui avait disparu de ma vie. J'étais toujours là, ancré fermement dans ma propre réalité. Quand nous nous sommes dit au revoir, Julien m'a serré fort dans ses bras. À dimanche prochain, maman. Je l'ai regardé marcher vers sa propre voiture, celle qu'il possédait et payait, avec une fierté tranquille. Je suis rentré, j'ai fermé la porte à clé et j'ai savouré le silence. C'était le silence d'une femme qui connaît sa propre valeur. J'avais trouvé mon propre chemin, tout comme je l'avais décidé ce soir-là au restaurant. Et ce chemin menait exactement là où j'avais ma place, au bout de la table, en plein soleil.